Coucou. J'avais pas fait une vidéo depuis le 1er juillet 2019 des Gardiens du Silence. Voilà, ovni extraterrestre censuré par les Américains, les preuves. Il y a même aussi les navettes souterraines en 1938 qui ont été conçues par Albert Speer, si je ne me trompe pas, repris par les nazis, qu'ils allaient à 1000 km/h en 1938. Navette souterraine. D'accord. Donc, bon. Grâce à la technologie, évidemment, non terrestre. Je vous refais voir parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, parce qu'hier j'étais en train de regarder Max Saint-Germain, je sais plus où, sur YouTube. Ça doit être ODH TV, voilà. Et c'est du très très lourd aussi. Hein. Main dans la main, évidemment, avec des extraterrestres. Alors après, il y a les nazis, il y a tout. Mais je vous dis un passage très très intéressant. Page 100, si je ne me trompe pas. Le programme spatial clandestin. Bon, c'est un Canadien. Hein. Si je fais des recherches, voilà. Alors, concernant les analyses du docteur Vannevar Bush et du docteur Eric Henry Wang sur des soucoupes volantes récupérées, il est maintenant évident, si on en croit divers réseaux, que le docteur Bush était à la tête de l'ensemble du projet, ceci se passant d'explications supplémentaires. Le docteur Eric Henry Wang était à la tête du département des études spéciales de l'ancien centre de développement aérien de la base de l'Air Force Wright-Patterson de 1949 à 1956. Le département des études spéciales a été déménagé dans le complexe des laboratoires Sandia à la base aérienne de Kirtland, près d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, où Wang était responsable de 1956 à 1960. Sa femme m'a confirmé après le décès de son mari qu'il était bel et bien impliqué dans un projet au-delà du top secret pour analyser et ultérieurement reproduire les soucoupes volantes récupérées. Hein, vous voyez, il récupère tout ce qu'il y a le plus possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de crash. Il n'y a pas que Roswell, ça j'ai toujours dit. Après, ils font leur propre truc, quoi. Projet secret et observateur céleste. La production du nouvel arsenal nucléaire américain étant essentiellement concentrée au Nouveau-Mexique, la détection à distance de telles installations aurait dû être facilement observable par une civilisation technologiquement avancée. Le professeur Einstein et le docteur Oppenheimer avaient abordé la question d'obscurs tests atmosphériques dans leurs lettres de l'été 1947 comme pouvant avoir attiré l'attention des visiteurs célestes. Einstein et Oppenheimer faisaient un parallèle entre les différents projets secrets en cours au Nouveau-Mexique et l'augmentation d'observations d'OVNI aux abords d'installations sensibles de l'armée où l'on réalisait ces projets. En dernier lieu, nous devons considérer la possibilité que nos récents tests atmosphériques puissent avoir influencé l'arrivée d'observateurs célestes. Ils ont dû être curieux ou bien alarmés par une telle activité, et également les Russes qui mettront tout en œuvre pour observer et enregistrer de tels tests. Dans divers documents classifiés qui remontent à 1947, plusieurs références sont faites à ces explorations atmosphériques. Les informations disponibles sur le sujet y sont toutefois souvent censurées par des hachures. Pour résoudre l'énigme de ces fameuses explorations hautement confidentielles, il faut en chercher des indices dans plusieurs documents distincts, puis recoller les morceaux ensemble. Pour le rapport mission d'estimation d'un projet lenticulaire aérien récupéré, soumis en septembre 1947 par le général de corps d'armée Nathan Twining, il fait mention des différentes raisons qui pourraient provoquer la venue de ces nouveaux visiteurs. Jusqu'à présent, aucune action ou intention hostile n'a été observée depuis qu'ils ont manifesté leur présence. Étant donné que nos essais de bombes atomiques, nos explorations atmosphériques à l'aide de nos fusées et au Nouveau-Mexique pour avoir précipité les circonstances qui ont conduit à cet incident et aux mesures subséquentes prises par l'armée. Dans ce paragraphe tiré de la première partie du document et intitulé Projet Whitewater, destination du renseignement, il y a deux possibilités clairement évoquées quant à la présence d'observateurs célestes et aux essais de bombes
atomiques et aux explorations atmosphériques avec des fusils. Le troisième, en revanche, volontairement été censuré pour des raisons de sécurité nationale, comme aiment à le répéter les responsables de renseignement. Contrairement à ce que l'on en croit à propos des essais nucléaires sur le sol américain, il n'y aurait aucun test effectué en 1947 et ceux qui ont eu lieu en 1946 ont été réalisés très loin du continent sur des îles éloignées du Pacifique Sud. Il est cependant évident que les explosions nucléaires en 1945 et 1946 ne sont pas passées inaperçues sans qu'il s'agisse toutefois d'éléments déclencheurs de l'arrivée d'observateurs célestes, car en 1941 déjà, et oui, l'armée américaine avait réussi à capturer au moins un de leurs vaisseaux en 1941, et on n'était même pas encore en 1947, d'accord. Ces détonations ont sûrement dû accroître leur intérêt. Leur document fait également mention d'exploration atmosphérique à l'aide de fusées. L'envoi de fusées V2, les premiers engins terrestres à pouvoir aller dans l'espace, aurait également pu contribuer à attirer l'attention d'étranges curieux. Sauf que si on en croit ce rapport, il semblerait que ces deux facteurs n'aient pas été les seuls. Au passage, la principale raison d'être de cette estimation préliminaire de 19 pages est la compilation des données techniques issues des objets récupérés par l'armée. Oui, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, déjà en 41, oui. Je suis sûr même bien avant. Ainsi que l'état de la situation générale du point de vue du renseignement et la partie assurée désigne une activité spécifique s'étant produite au Nouveau-Mexique qui pourrait avoir précipité les circonstances qui ont conduit à l'incident et aux mesures subséquentes prises par l'armée. L'incident en question est bien évidemment le crash de Roswell. Les mesures subséquentes étant la vaste opération mise en place par la suite pour récupérer et sécuriser les débris des vaisseaux, ainsi que les corps hors de la vue des curieux. Mais quant à la dernière possibilité évoquée qui aurait pu attirer d'étranges visiteurs pénétrant notre atmosphère, cela pourrait être l'essai d'un nouveau prototype d'aéronef habité, pouvant à la fois contenir une ogive nucléaire et voler au-dessus de l'atmosphère terrestre. Un tel vaisseau est décrit dans la fameuse lettre d'Albert Einstein de juin 1947. L'utilisation de bombes atomiques combinées à des véhicules spatiaux pose une menace à une échelle qui rend absolument nécessaire d'en arriver à un accord dans ce domaine. L'apparition de véhicules spatiaux non identifiés, les opinions sont divisées quant à l'origine. Au-dessus des cieux de l'Europe et des États-Unis a suscité une peur irrationnelle et une angoisse sécuritaire qui pousse les grandes puissances à faire des efforts pour trouver une solution à cette menace. Je vous rappelle que c'est la lettre d'Albert Einstein de juin 1947. Quand même. L'emploi de ce type d'aéronef pouvait être vu comme une menace pour les autres nations de la Terre, mais également pour d'autres espèces venues d'ailleurs qui auraient au préalable été alarmées par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et les récentes explosions nucléaires de 45 à 1946. De plus, comme il semble évident que les soudaines avancées technologiques de la Deuxième Guerre mondiale proviennent de la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres récupérés à partir de 1941, on a des droits de s'attendre à ce que des équipes extraterrestres sillonnent le secteur pour récupérer les membres d'équipage, bon, ceux ils ont forcément travaillé avec, disparus ainsi que leur aéronef. Même si cette possibilité n'est pas clairement évoquée dans les documents en rapportant aux événements de Roswell, on peut toutefois s'attendre à ce que cette information figure parmi celles qui ont été assurées afin d'en préserver l'entière confidentialité. Le 3 août 2012, le Huffington Post publie une nouvelle pour le moins surprenante, mais qui viendra confirmer les déclarations de l'informateur Cantwell au sujet du vaisseau expérimental. Le 3 août 2012, attention. Un ex-officier de l'armée de l'air affirme qu'il n'avait pas un, mais 2 crashs à Roswell. Déjà, ça change tout. 2 crashs à Roswell. Interrogé par un journaliste sur le sujet, et c'est pas si juste en 2012, il y a 8 ans, enfin presque, le lieutenant-colonel retraité Richard French aurait décidé de faire sortir la vérité après des décennies de secrets. Sa version, déjà, bon, il paraît qu'il y aurait eu 2 crashs de Roswell, c'est pas 1, c'est 2.
commence très fort. Sa version, l'événement et la suite, le premier a été descendu par un avion expérimental américain qui volait près de White Sand, au Nouveau-Mexique, et il a tiré avec ce qui était en fait une arme à pulsation électronique, qui perturbait et déstabilisait tous les contrôles de l'OVNI. Et c'est pour cette raison qu'il est tombé. Le lieutenant-colonel French était à Alamogordo en 1947 et il s'agit donc d'un témoin important. Ce dernier aurait participé à des centaines de missions de combat par le US Air Force en Corée ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Il est également occupé plusieurs postes au sein des services de renseignement de l'armée, des postes qui lui permettront d'être informé sur des sujets sensibles tels que celui du crash de Roswell en 1947. Il aura été également responsable de la désinformation dans le cadre du projet Blue Book. Je suis l'un des auteurs du projet Blue Book. J'ai débuté au bureau d'enquête spéciale de l'Air Force, situé à Spokane dans l'État de Washington. L'une des tâches que j'avais en 1952 était de discréditer les histoires d'OVNI. Et d'autres termes, si quelqu'un en avait fait une observation d'OVNI, moi ainsi qu'un autre agent essayant de trouver une explication logique à cette étrange apparition aérienne. Ouais, bah même encore maintenant, on n'est pas encore pour des bebeux. De toute façon, la plupart des rapports, surtout en France, des rapports provenaient plus des civils que des militaires. Oui, et heureusement que les civils, ils sont là. Nous dominons notre analyse et essayons de discréditer ça en disant qu'il s'agissait de brume des marées ou que la chose qu'il avait vue était suspendue à des fils. Les rapports remontaient ensuite jusqu'au niveau présidentiel. Ce que viendront confirmer, encore une fois, les propos du Cantwell dans sa lettre de 1996. Les tentatives de dissimulation de la vraie nature des opérations de test aérien du vaisseau S furent un succès car l'Air Force avait mis sur pied un projet de couverture appelé Blue Book. Le projet Blue Book, en tant que projet de couverture, a été contrôlé par la CIA afin de protéger les opérations d'essai aérien de l'Air Force des spéculations du public et afin de convaincre les soviétiques de l'USAF n'avaient aucun aéronef capable de voler selon les caractéristiques et les manœuvres observées dans Blue Book et dans le projet OVNI de l'USAF. Voilà, et je termine là. Voilà. La prochaine fois, peut-être que je dirai... La prochaine fois, je dirai certainement le vaisseau S summum des Black Projets américains. Voilà, c'était très intéressant. Voilà. Et 2 crashs, ce qui serait pas étonnant à Roswell. Voilà, Richard French, c'est lui qui a dit ça. Il a décidé de faire sortir la vérité après des décennies de secrets. Donc, le 3 août 2012. Qui n'a pas un, mais 2 crashs à Roswell, ce qui est pas étonnant. De toute façon, Roswell, c'est tellement compliqué qu'on sait très bien qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Et même avant, déjà en 1941, oui. Voilà, je coupe là. C'est très intéressant. Le projet spatial clandestin. Le gardien de silence. Et à bientôt et merci pour la voix parce que c'est toujours un peu cassé. Bon, ça va mieux, mais c'est encore cassé. A plus. À bientôt, merci. Et ça, c'est un très très beau livre de Marc Saint-Germain. Excellent. Merci.